Des milliards de dollars de revenus pétroliers russes venaient d'être brutalement compromis lorsqu'un pétrolier, sur le chemin du retour depuis le détroit d'Ormuz, fut détruit. Mais au-delà de la perte économique, la véritable portée de cet événement résidait dans ce que ce navire transportait en secret. Des informations critiques liées à un programme de raffinage d'urgence à Yaroslavl, un centre énergétique stratégique pour la Russie. À ce moment-là, le détroit d'Ormuz était déjà plongé dans une instabilité profonde. Près de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole se trouvait perturbé en raison des tensions au Moyen-Orient. Moscou y avait vu une opportunité stratégique majeure. Intensifier ses exportations en redirigeant ses flux énergétiques vers des installations nationales, notamment à Yaroslavl, afin de transformer la crise en avantage économique. Cependant, la destruction du pétrolier allait produire un effet inattendu. Les données qu'il transportait, désormais compromises, fournirent aux services ukrainiens des indications précieuses sur des infrastructures sensibles. Ce qui semblait être une perte logistique pour la Russie se transforma en une faille stratégique exploitable. Dans la nuit, à 1h26, le ciel s'illumina soudainement. Des essaims de drones ukrainiens apparurent simultanément au-dessus de plusieurs régions. La Crimée, les zones frontalières, et même les abords de Moscou. Les sirènes d'alerte retentirent, plongeant les défenses russes dans un état de mobilisation immédiate. Convaincus de faire face à des attaques isolées, les forces russes engagèrent leur système de défense avec assurance. Mais cette perception était erronée. Dans un centre de commandement souterrain, une opération coordonnée venait d'être déclenchée. Le commandement ukrainien lança la première phase d'un plan élaboré, une manœuvre de diversion destinée à saturer et désorienter les défenses adverses. L'objectif n'était pas de frapper immédiatement, mais de forcer la Russie à dévoiler ses capacités et à disperser ses ressources. Une première vague de drones FPV à longue portée se dirigea vers Sébastopol, volant à très basse altitude, quasiment au ras du sol, afin d'échapper à la détection précoce. Sur les radars russes, les signaux apparurent soudainement en masse, déclenchant une réaction immédiate. Les systèmes S-4 Sense furent activés, lançant des missiles à grande vitesse pour intercepter ces cibles. Les explosions illuminèrent la nuit, détruisant les drones un à un. Parallèlement, le long de la frontière entre Belgorod et Koursk, d'autres drones, rudimentaires et bon marché, furent déployés. Leur rôle n'était pas de frapper, mais d'épuiser les systèmes de défense, obligeant l'activation de batteries comme le Pantsir S1. Ces systèmes réagirent avec intensité, tirant des salves continues pour neutraliser des cibles de faible valeur. Dans le même temps, près de Orel, le système Tor M2 entra en action, interceptant une autre vague de drones. En quelques minutes, le ciel sembla être maîtrisé. Les opérateurs russes, convaincus d'avoir contenu la menace, relâchèrent légèrement la pression. C'est précisément à cet instant que la deuxième phase débuta. 47 minutes plus tard, alors que les systèmes russes étaient encore sollicités et partiellement repositionnés, une nouvelle vague de drones, plus dense et plus sophistiquée, fut déployée. Largués depuis des plateformes éloignées, ces drones électroniques multiplièrent les signaux parasites, saturant les écrans radars et brouillant la distinction entre cibles réelles et leurs. À 3h21, une nouvelle attaque convergea vers Briansk. Les opérateurs russes furent confrontés à une situation chaotique. Les signaux apparaissaient et disparaissaient de manière erratique, rendant toute identification fiable extrêmement difficile. Les systèmes S-4 Sense furent de nouveau engagés, lançant des missiles coûteux pour intercepter des cibles souvent insignifiantes. Chaque drone abattu semblait immédiatement remplacé par un autre. La pression ne cessait d'augmenter, et la confiance initiale des opérateurs laissa progressivement place à une tension palpable. Avant même que les défenses ne puissent se stabiliser, une nouvelle direction d'attaque s'ouvrit. Près de Voronezh, une autre vague surgit de manière inattendue, accentuant la saturation du dispositif. Ce schéma révélait une logique claire. Forcer l'adversaire à consommer ses ressources, à disperser ses moyens et à perdre la maîtrise du tempo opérationnel. Derrière ce chaos apparent se dessinait une stratégie méthodique, où chaque mouvement n'était qu'une étape vers un objectif plus profond, encore invisible. Dans cette guerre d'usure technologique et psychologique, la véritable frappe ne résidait pas seulement dans la destruction physique, mais dans la désorganisation progressive du système adverse, une érosion silencieuse, mais redoutablement efficace. Le système Pantsir S1 entra en action sans délai. Les ordres fusèrent, rapides et pressants. La tourelle pivota à sa vitesse mécanique maximale, tandis que les deux canons de 30 mm ouvrirent le feu, déversant jusqu'à 5000 projectiles par minute. Le vacarme était assourdissant, comparable au rugissement d'un moteur de Mustang des années 1960 lancé à pleine puissance. 10 drones Corvo PPDS furent immédiatement déchiquetés par ce déluge de feu, leurs hélices pulvérisées, chutant au sol comme des circuits électroniques brutalement court-circuités. Cependant, les 10 appareils restants poursuivirent leur trajectoire avec une détermination implacable, plongeant à basse altitude, à peine 15 mètres au-dessus du sol. Cette manœuvre contraignit les forces russes à engager 8 missiles supplémentaires. Des traînées blanches serpentèrent dans le ciel,
poursuivant leur cible avec la rapidité d'un lancer de balle à plus de 160 km/h, laissant derrière elles des éclats lumineux dispersés à l'horizon. À 3h31, la situation bascula dans le chaos. 23 nouveaux objectifs apparurent simultanément au-dessus de Rostov, juste avant l'aube. Cette fois, la réponse russe ne se limita plus à une défense localisée. Elle devint totale. S-4 Sens, feu, Pantsir, verrouillez les cibles, hurla un officier, la voix trahissant la tension extrême. Les systèmes S-4 Sens Triumph lancèrent leurs missiles depuis plusieurs directions, tandis que les batteries Pantsir S1 continuaient de pivoter frénétiquement, leurs canons crachant des rafales ininterrompues. En parallèle, les systèmes Thor M2 activèrent leurs missiles 9 M338, qui quittèrent leurs lanceurs en succession rapide. Le ciel tout entier semblait saturé de feu et de métal. Pourtant, malgré cette débauche de puissance, les cibles continuaient d'apparaître. Ce n'était plus une interception maîtrisée, mais une spirale d'attrition. La Russie se trouvait désormais prise dans un piège classique, celui de la surconsommation de ses propres moyens. Comme ses moteurs surdimensionnés utilisés pour des tâches dérisoires, elle déployait des systèmes coûteux et complexes contre des menaces à faible coût, dilapidant progressivement ses capacités. Pendant que l'attention était accaparée par ces vagues de drones dispersés, les lignes de défense se fragilisaient dangereusement ailleurs. Pourtant, à Moscou, l'assurance demeurait intacte. Dans le tumulte des communications, un oligarque du groupe Slavneft ordonnait déjà, avec exaltation, l'acheminement immédiat de cargaisons pétrolières vers Yaroslav, convaincu que le ciel était désormais sous contrôle. Des pétroliers chargés des ors noirs entamèrent leur progression, sans soupçonner qu'ils entraient dans une zone désormais vulnérable. Car, en réalité, le dispositif de défense russe était étiré à l'extrême. Entre Briansk et Rostov, les ressources s'épuisaient. Et dans cet instant de relâchement stratégique, une brèche s'ouvrit, une voie directe vers le cœur de Yaroslav. C'est alors que l'Ukraine dévoila son véritable atout. Dans un centre de commandement souterrain, un officier resta silencieux, concentré. Ses doigts parcoururent les commandes avec une précision absolue. Les indicateurs lumineux passèrent du vert au rouge. À 3h34, le signal fut donné. 12 drones FP-1 entrèrent en action. Contrairement aux leurs précédents, ces appareils évoluaient à très basse altitude, entre 10 et 12 mètres, longeant le fleuve Volga et exploitant la brume pour masquer leur signature radar. Leurs moteurs, sourds et puissants, évoquaient le grondement contenu d'un moteur émis ancien, prêt à libérer sa force dans l'ombre. À l'approche de Yaroslav, 7 d'entre eux s'élevèrent brusquement, révélant leur présence pour une manœuvre d'une brutalité calculée. Une attaque directe contre les centres de commandement et les radars principaux. La réaction russe fut immédiate, mais empreinte de panique. Un missile 40 N6E fut lancé depuis un système S-4 Sens Triumph. Après une phase de lancement à froid, son moteur principal s'embrasa, propulsant l'engin à une vitesse hypersonique proche de Mach 6. En une fraction de seconde, il intercepta sa cible. Le drone fut pulvérisé dans une explosion éclatante, illuminant le ciel d'une sphère de feu. Simultanément, un système Thor M2 engagea un second objectif. Un missile 9 M338 jaillit de son tube de lancement, effectua une manœuvre brusque en vol et frappa sa cible avec une précision chirurgicale. L'impact désintégra la structure du drone, le figeant un instant dans l'air avant sa chute. Mais derrière ces interceptions spectaculaires, une réalité plus inquiétante se dessinait. Chaque tir réussi coûtait des millions, tandis que les vagues d'attaque semblaient inépuisables. La bataille n'était plus seulement tactique, elle devenait économique, et, à ce jeu-là, l'usure pouvait s'avérer fatale.